Les ongles d'airain, symbole de la fossile représentant la puissance agricole de la Chine, premier importateur mondial de nourriture afin de nourrir sa population d'1,412 milliard d'habitants. Les dents de fer, symbole du marteau, qui représente la puissance industrielle qui a fait de la Chine l'atelier du monde depuis la réforme de Deng Xiaoping en 1981. La Chine broie littéralement les nations. C'est le premier importateur mondial de matières premières. Mais vous ne réalisez pas à quel point la Chine est déjà la première puissance économique à parité de pouvoir d'achat et depuis l'année 2010, seule l'obligation d'utiliser le dollar pour l'achat des énergies fossiles donne aux États-Unis une supériorité fictive de sa monnaie sur le reste du monde. Obligation qui a volé en éclats depuis les sanctions sur le pétrole russe, nous y reviendrons plus tard. Mais pour vous aider à comprendre la démesure de ce pays dont les statistiques sont inégalées dans toute l'histoire de la race humaine, voici un court extrait sur la puissance agricole chinoise, les ongles d'airain. Le bol de riz doit être maintenu fermement dans les mains des Chinois et doit être rempli avec de la nourriture chinoise. Alors Pékin subventionne son agriculture et encourage sa modernisation. L'objectif, créer des fermes gigantesques avec de gros rendements, comme celle-ci dans l'est de la Chine. C'est la plus grande ferme laitière du pays. 40 000 vaches produisent sous ces hangars 600 tonnes de lait chaque jour, de quoi couvrir les besoins de la ville de Pékin. Et c'est Chen Ming qui en est le responsable. Là au milieu, c'est notre ligne de production. Et à gauche, c'est là que dorment les vaches. Construite en 2011, cette ferme compte 8 machines comme celle-ci. Elle fonctionne 24 heures sur 24. 3 fois par jour, chaque vache y passe 10 minutes. Elles entrent une à une. Leurs pies sont immédiatement désinfectées. Puis le lait est extrait automatiquement. Ces machines sont très efficaces. Elles peuvent recueillir jusqu'à 570 litres de lait par heure. Dans le passé, nous avions des machines parallèles, mais les employés devaient faire constamment des allers-retours. Alors qu'avec ces machines circulaires, ils n'ont pas à se déplacer, le travail est plus efficace et moins fatigant. Ces vaches sont toutes de race Holstein. Pour la production de lait, c'est la plus rentable. Ici, elles ne voient pas souvent le soleil. Les vaches vivent sous ces hangars dans lesquels elles sont nourries 2 fois par jour. La livraison se fait par camion. C'est un mélange de maïs, de blé, de luzerne et de soja pour l'apport en protéines. Si l'on compte cette quantité de nourriture et l'eau qu'on leur donne, chaque vache nous coûte 5 francs par jour. Pour développer ces fermes gigantesques, le gouvernement chinois subventionne le secteur. Le gouvernement soutient les grandes fermes comme les nôtres, et pas que les gigantesques. À partir de 300 vaches, vous pouvez être soutenu. Nous, par exemple, quand nous avons démarré l'activité, pour chaque vache achetée 3 000 francs, le gouvernement nous versait 220 francs. Des fermes industrielles qui profitent aussi à l'économie locale. Ici, 1000 postes auraient été créés, la majorité destinés à d'anciens paysans de la région. Ils sont logés et nourris sur place. Je préfère vraiment mon métier actuel. Maintenant, je gagne 7 300 francs par an. C'est 2 fois plus que quand j'étais paysan. Mais dans les villages alentours, tout le monde ne tient pas le même discours. Regardez ce très vieux puits. Toute ma famille buvait de l'eau ici avant. Et maintenant, les eaux usées de l'usine laitière se déversent là avec les excréments des vaches. Ils déversent tout autour et maintenant, on ne peut plus boire l'eau. C'est le revers de l'agriculture intensive. En voulant produire plus, la Chine pollue plus alors que dans le pays, 20% des terres arables sont déjà contaminées. Dans sa ferme industrielle, Chen Ming assure avoir conscience des problèmes de pollution. C'est pour cela que la ferme a installé ces 2 unités de méthanisation. Elles permettent de réduire la quantité de CO2 émise par les vaches dans l'atmosphère.
Derrière moi, ce sont nos digesteurs à biogaz. Il y en a 2 et ils font chacun 20 000 mètres cubes. Le fumier et le lisier des vaches fermentent à l'intérieur. Ensuite, on récupère le gaz, on l'envoie dans une turbine et cela produit de l'énergie. Un investissement de 14 millions de francs. Le groupe n'a pas eu le choix. Le gouvernement n'aurait pas validé la construction de la ferme sans l'installation de ces 2 unités. Ce que ce documentaire ne dit pas, c'est que la Chine est le premier propriétaire terrien au monde. En rachetant des milliers d'hectares de terres cultivables sur tous les continents chaque année, la Chine n'est pas autosuffisante. L'adoption du mode de vie américain avec obésité, surproduction, junk food, surconsommation de calories, fait de l'État chinois le premier importateur mondial de nourriture en dépit de ses méga-fermes. Voyons désormais un extrait sur la puissance industrielle et ses conséquences sur l'environnement qui font de la Chine le premier importateur mondial de matières premières. Pardonnez-moi d'avance pour la longueur de l'extrait. Si vous êtes déjà au fait de ce qu'est la Chine, vous pouvez passer. Sinon, cela est nécessaire car la propagande occidentale nous empêche de voir accès à ce type d'informations, ce qui nous permet de prendre la mesure de ce qu'est la Chine, c'est-à-dire une hyperpuissance absolument inégalée dans ses ordres de grandeur. À Pékin, en cas de petite faim, votre collation ne sera peut-être pas livrée par un être humain, mais par ce robot jaune et noir de la taille d'une petite machine à laver. Équipé de 6 roues, de 4 caméras et d'un GPS, le petit cheval jaune roule seul vers sa destination. 这个机器人主要是来完成最后1公里的配送的，可以完成最后3到5公里的配送。 La Chine est le plus grand marché de l'achat en ligne au monde. Un Chinois sur 2 fait au moins un achat par smartphone tous les mois, et bientôt ce sont plus d'1 milliard de colis qui transiteront chaque jour. De quoi donner suffisamment de travail au petit robot jaune. 这个呢就减少了一些工作量，而且它这个也没有人员配送，就是相对来说时间也比较快。 S'il se déplace à la même vitesse que l'homme, le robot n'a pourtant pas tous les atouts de l'être humain. À ce jour, l'appareil ne sait pas encore monter les marches et ne livre que les rez-de-chaussée. Les équipements portuaires chinois, qui représentaient il y a 5 ans 70% du marché mondial, sont passés aujourd'hui à 82%. La fabrication chinoise est présente sur les lignes portuaires du monde entier. On peut dire que le fabriqué en Chine transporte le monde. Avec un volume total de plus de 37 millions d'EVP, le port de Shanghai est en tête de liste depuis 7 années consécutives. Au nord-ouest de ce mégaport, un tout nouveau terminal va entrer en service. Dans un mois, le terminal va accueillir son premier cargo. Il sera inscrit dans les annales du développement portuaire mondial comme le plus grand terminal automatisé du monde. 我们自动化码头就是说，人称也叫魔鬼码头，就是整个自动这个码头上面是没有人的。像以前传统的码头，它都是桥吊上面有司机，包括这个轨道吊上面也有司机，然后包括这个下面这个小车也是人开的。现在的话就是全是无人化的，减少了这个人力的成本至少在70%以上，整个效率提升也提升了30%左右。 La ruée vers le charbon. En Chine, la consommation de ce combustible bat des nouveaux records, soutenue par la demande d'électricité de la classe moyenne en pleine expansion. La Chine va sans aucun doute augmenter sa consommation totale d'énergie pour soutenir sa croissance, même si elle ne sera plus que de 7,5%. D'ici 2014, le pays devrait représenter plus de la moitié de la consommation mondiale de charbon et dépasser les États-Unis comme plus gros pollueur en termes de quantité par habitant. Une situation alarmante pour les associations environnementales. Le charbon émet davantage de dioxyde de carbone que les autres sources d'énergie. Dans certaines villes chinoises, la pollution de l'air atteint des niveaux dangereux pour la santé. Le changement climatique n'est pas seulement un problème mondial.
C'est aussi le problème de la Chine. La Chine est un des principaux responsables du changement climatique. Elle en est aussi la plus grande victime. Devant la pression internationale, le pays commence à se tourner vers des alternatives plus vertes, comme les énergies renouvelables. Des sommes considérables leur seront consacrées dans les 5 prochaines années. L'investissement total va atteindre plus de 400 milliards d'euros durant le 12e plan quinquennal. Cela montre que le gouvernement accorde beaucoup d'importance à la protection environnementale. La consommation de charbon, en hausse de près de 10% l'an dernier, continue de grimper de façon inquiétante en Chine. Le ralentissement de la croissance du pays pourrait être l'occasion d'un rééquilibrage en faveur d'une croissance plus verte. En Chine, un rapport montre que le charbon est plus que jamais d'actualité. Alors, effectivement trop, et c'est le rapport du Center for Research on Energy and Clean Air et du Global Energy Monitor qui est basé en Finlande, un centre de recherche indépendant qui a examiné de plus près les autorisations par la Chine de nouvelles centrales électriques au charbon en 2022. Et alors là, c'est impressionnant, les autorisations de centrales au charbon mises en chantier, nouveaux projets se sont accélérés de façon spectaculaire en Chine en 2022 et nouveaux permis atteignant leur plus haut niveau carrément depuis 7 ans. Donc en d'autres termes, au moment où on fait beaucoup d'efforts en Europe, les Chinois n'ont jamais construit autant de centrales à charbon. Exactement, avec le président Xi qui avait rappelé, qui avait promis que la Chine réduirait sa consommation de charbon au cours de la période 2026-2030. Eh bien, ça signifie tout simplement une baisse des taux d'utilisation de ce parc de centrales électriques au charbon de la Chine, plutôt qu'une croissance continue de la production d'électricité au charbon. Eh bien, le rapport, lui, souligne que même dans ce cas, des centaines de centrales au charbon, qui seront neuves, bien sûr, vont rendre le respect des règlements climatiques de la Chine plus compliqué et coûteux. Oui, j'imagine. Alors, quelques chiffres, justement, pour qu'on se rende compte de ce qui se passe. 50 gigawatts de capacité électrique au charbon qui ont commencé à être construits en Chine en 2022. C'est plus 50% par rapport à 2021. La quantité de capacité autorisée a plus que quadruplé par rapport à 2021. Et ce que la Chine exploite en une seule journée. Soit 10 millions de tonnes par jour, cela dépasse l'entendement. Est-ce que vous comprenez quand les dents de fer qui ravagent tout ce qui reste et pourquoi la propagande occidentale doit vous maintenir dans l'ignorance afin que vous ne réalisiez pas que la Chine est déjà la première puissance mondiale? Le 5 mai 2017 est un jour qui restera dans l'histoire. Le rêve aéronautique qui préoccupe le peuple chinois depuis 100 ans a enfin débouché sur une percée historique. Avec le premier vol réussi du C919, la Chine a obtenu un nouveau succès propre aux grandes puissances. Voici Zhou Guizhong et ses collègues en train de faire une simulation de décollage. L'avionique est le système nerveux d'un avion. Ces mouvements de levier, qui paraissent simples, entraînent l'envoi de millions de signaux par seconde, afin de coordonner le travail de plus de 1000 appareils. Auparavant, seuls Boeing et Airbus avaient la capacité d'assembler les systèmes avioniques. Cette technologie était secrètement gardée. Sur le C919, les Chinois ont développé leur propre système avionique. Un peuple ne peut pas éternellement se baser sur le passé des autres pour construire son propre avenir. La technologie de pointe est semblable à la nourriture. C'est celle qu'on a conçue soi-même qui est la plus savoureuse. 最大的飞机市场每年的话要成百上千亿的都花在这个买飞机上过去那个逻辑是造不如买，买不如租我们现在要花更多的钱来研制制造自己的飞机，形成我们独立的自主的这种能力。
l'aéronautique chinoise ne s'arrête pas au C919. L'hydravion AG600 est sorti avec succès des chaînes de production, comblant ainsi un vide en tant qu'appareil de secours de grande envergure. Le Yunwen a réussi son premier envol. Il s'agit du tout premier avion de transport militaire chinois. Le monde ne compte que quelques pays capables de développer et fabriquer eux-mêmes de grands avions de 200 tonnes. Et la Chine en fait partie. Pendant que le Yunwen rejoignait l'armée de l'air, en l'espace de peu d'années, une série d'avions de chasse sophistiqués se sont également succédés. Avec le J-20, la Chine a conçu de manière autonome une nouvelle génération d'avions furtifs, devenant ainsi le troisième pays après les États-Unis et la Russie à pouvoir développer des avions de chasse de 4e génération. Les capacités de combat de l'avion furtif J-31 sont excellentes. Seuls 2 pays au monde sont capables de faire voler des prototypes de 4e génération, la Chine et les États-Unis. Le drone Hilong peut balayer son regard à 360 degrés et rester stationnaire dans les airs pendant 20 heures. Il peut également suivre une cible sur un grand périmètre et exécuter une mission d'attaque. Le Liaoning, le premier porte-avions chinois, a été livré en 2012, permettant à la marine de partir en haute mer. L'instant où l'avion embarqué J-15 s'est envolé dans les airs a enflammé de patriotisme le cœur des Chinois. En 2017, le porte-avions 001A a quitté son port. Il s'agit là du premier porte-avions de fabrication 100% chinoise. La Chine est ainsi devenue l'un des seuls pays au monde à être en capacité de fabriquer de manière autonome un porte-avions. Dans le domaine de l'ingénierie maritime, la Chine attire encore l'attention du monde entier. La plus grande plateforme de forage du monde, Blue Whale 2, s'apprête à être inaugurée. La Chine a opté pour une stratégie consistant à devenir une grande puissance maritime. Elle doit pour ce faire posséder ses propres armes pour l'exploration sous-marine. Une autre poutre-caisson a été installée avec stabilité. Ces jeunes trentenaires ont participé à plus de projets de construction de voies ferrées de niveau mondial que des ingénieurs ayant travaillé 30 ans à l'étranger. L'équipement, la technologie, les talents, telles sont les forces de la qualité et de la vitesse chinoise. 这个山沟里面沿路都消冷器，但是通过我们大家一起努力，一天一个样，一天一个样，到最后建成通车了，你所有的付出也都很值得的。 Grâce aux routes à travers les montagnes et aux ponts traversant les eaux, découvrir la beauté de la Chine à travers le splendide réseau ferroviaire est devenue l'activité touristique préférée des Chinois. La ligne ferroviaire périphérique à grande vitesse du Hainan symbolise la merveilleuse rencontre entre le train et la mer. La ligne à grande vitesse Lanzhou-Xinjiang permet d'admirer les magnifiques paysages de l'Ouest. La ligne à grande vitesse Harbin-Daqing est le passage d'or à travers les terres enneigées. La ligne à grande vitesse Beijing-Tianjin a permis de relier en 30 minutes les deux métropoles. Longue de 2294 km, la ligne Beijing-Guangzhou permet aux passagers de vivre les 4 saisons de l'année en seulement 8 heures. Les 124 000 km de voies ferrées opérationnelles en Chine permettent de relier les villes animées et de traverser les paysages. Les 22 000 km de voies ferrées à grande vitesse constituent un record et dépassent la somme des longueurs des réseaux ferroviaires à grande vitesse des pays positionnés entre la 2e et la 10e place. Près de 60% de ce réseau ferroviaire a été construit durant ces 5 dernières années. Le grand projet de réseau ferroviaire à grande vitesse, 8 verticaux, 8 horizontaux, a été dessiné clairement. Le but de la Chine est que l'ensemble des lignes ferroviaires à grande vitesse atteignent 30 000 km d'ici 2020 pour desservir plus de 80% des grandes villes.
Parallèlement au réseau ferroviaire, le réseau autoroutier chinois se développe également grâce à l'investissement annuel de plus de 1000 milliards de yuan. Voici l'autoroute élue par les internautes plus belle autoroute de Chine. Les paysages qui défilent sont fascinants. L'autoroute Beijing-Xinjiang est la plus longue autoroute au monde à traverser un désert. L'autoroute Hegang Dalian, en automne comme au printemps, fait découvrir des paysages contrastés. Sur la ligne nord de la route Sichuan-Tibet, le tunnel du mont Chueha, jadis infranchissable par les angles des montagnes, peut aujourd'hui être traversé en 10 minutes. Illusion, merveille, zigzag, splendeur. Avec ses 131 000 km, le réseau autoroutier chinois est le plus long du monde. Depuis la plaine centrale jusqu'à la plaine du Nord, cette eau a satisfait aux besoins de la population tout au long de son trajet. Voici le plus grand projet hydraulique du monde. L'équivalent de 770 lacs de l'Ouest ont été acheminés du sud vers le nord pour le bénéfice de 100 millions de personnes, ce qui a réduit de 800 millions de mètres cubes l'utilisation des eaux souterraines. C'est ainsi la première fois en 16 ans que le niveau des eaux souterraines de Beijing remonte. L'incroyable projet chinois de transfert des eaux du sud vers le nord est enfin devenu réalité. Il existe encore d'autres artères énergétiques qui traversent la Chine, comme ce chantier de transport de gaz naturel le plus long du monde. La ligne 2 du gazoduc Ouest-Est est déjà en service. Long de près de 20 000 km, ce réseau de gazoducs couvre 17 provinces et villes, ainsi que la zone administrative de Hong Kong. 400 millions de Chinois peuvent ainsi profiter d'une énergie propre. La ligne 3 du gazoduc Ouest-Est est toujours en cours de construction. Il servira à approvisionner en énergie la partie nord-ouest du pays. Le réseau gazoduc Ouest-Est, qui représente un investissement de plus de 300 milliards de yuan, a permis d'augmenter de 56,5% l'approvisionnement en gaz dans tout le pays en comparaison avec celui d'il y a 5 ans. Après 5 jours de trajet, les locomotives pour l'Argentine, parties de Hibin, sont arrivées au barrage le plus important sur le fleuve Yangtze, le barrage des Trois Gorges. En 1994, la Chine a dépensé une énorme somme d'argent pour construire en 12 ans le barrage des Trois Gorges, le plus grand projet lié à l'eau au monde. Il fournit chaque année plus de 22,4 millions de kilowatts d'électricité, remplaçant au moins 20 centrales au charbon, d'une capacité d'1 million de kilowatts. Dans le même temps, ce méga projet a fait monter de 113 mètres le niveau de l'eau en amont du fleuve Yangtze et des centaines de rapides ont été enfoncés dans le fond du fleuve pour que les grands bateaux puissent enfin passer. Le barrage des Trois Gorges fait du fleuve Yangtze un véritable cours d'eau qui vaut de l'or. Les ingénieurs chinois ont inventé le plus grand ascenseur de navires du monde. Il peut également être considéré comme le plus grand super ascenseur du monde, soulevant chaque fois un poids de 15 500 tonnes. Il peut facilement soulever en 10 minutes sur 113 mètres verticalement un navire.
au nouvel aéroport de Beijing, le mur rideau en verre est en train d'être installé. Le bâtiment principal du terminal est en phase de finition finale. 40 mètres au-dessous du toit, la construction d'un autre super système de transport est également entrée dans une étape cruciale. Il s'agit d'un système ferroviaire composé de 5 lignes et de 16 stations, ce qui équivaut à une gare centrale dans une métropole. C'est la première fois au monde qu'une gare TGV sera installée juste en dessous du terminal d'un aéroport, permettant aux passagers de se déplacer dans le système de transport avec la distance la plus courte et la plus rapide possible. Pont, route, train, port et réseau. Chaque chantier contribue à la réalisation des rêves. Il tisse la carte de l'espoir qui amène le peuple vers le bonheur et la beauté. Il tisse le grandiose rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise. La Chine avance avec fierté et à pas qui résonnent vers ce grand rêve. Pardonnez-moi encore une fois pour la longueur de l'extrait. Il était nécessaire de vous montrer à quel point la Chine est une méga puissance. Et d'ailleurs, ces extraits ne sont pas exhaustifs. Nous avons passé bien des domaines dans lesquels la Chine est numéro 1 mondial, comme la 5G ou la fibre optique. Mais cela est suffisant pour voir l'influence de la Chine dans son territoire. Ce développement à marche forcée nécessite des quantités astronomiques de matières premières, dont la Chine ne possède qu'une partie et doit en importer en très grande quantité. Ces matières premières font l'objet d'une guerre féroce entre l'aigle américain et le dragon chinois, notamment sur le sable, dont la raréfaction a provoqué la création de marchés noirs dans plusieurs pays, notamment au Maroc et au Cap-Vert, à cause de l'appétit du dragon. Parce qu'il est essentiel à la confection du béton, le sable est devenu une matière précieuse et rentable. Après l'eau, c'est la deuxième ressource naturelle la plus recherchée, la plus consommée sur la planète. Au pied des falaises de l'Arrache, près de Tanger, personne ne vient à la plage. D'ailleurs, il n'y a plus de plage, et depuis longtemps. Quand elle a commencé à ramasser du sable, elle avait 12 ans. J'ai dû l'enlever de l'école. Depuis, elle n'y est pas retournée. Ça fait 5 ans maintenant qu'elle m'aide tous les jours. Le marché noir du sable n'est pas le seul problème, c'est également la principale cause de la montée des eaux. Il est très important de comprendre ce point si vous êtes né avant les années 2000, alors vous vous souvenez de ce reportage qui nous parlait de l'érosion des plages et non de la montée des eaux. Mais ce qui les inquiète, c'est que la dune recule très rapidement vers les terres. Entre 2000 et 2017, on a perdu 45 mètres. 45 mètres en 17 ans. Ce recul des plages est directement lié au mouvement de sable sous-marin. Pour pouvoir faire des projections précises, il faudrait cartographier les fonds à l'aide de sonars et ils n'en ont pas les moyens. C'est une zone qui est extrêmement dure à mesurer. C'est-à-dire qu'il est difficile d'avoir une vision qui pénètre à travers la couche d'eau pour aller mesurer la bathymétrie, c'est-à-dire le relief du fond. C'est également dur d'y accéder en bateau, ou en jet ski, ou avec d'autres moyens, pour aller faire des mesures, puisqu'il faut attendre que les conditions météo et de houle soient relativement calmes pour le faire. Donc cette information manque. On pêche dans la connaissance de la dynamique des bancs de sable qui sont sous-marins. Cette information manquante pour le grand public, mais que ce chercheur possède certainement, elle n'a pas le droit de divulguer, car des consignes ont certainement été données pour ne pas aller trop loin contre la version officielle de la montée des eaux. Eh bien, nous allons aider ce chercheur.
Pardonnez-moi, mais je dois insister sur la problématique des pénuries de sable pour que vous compreniez que c'est l'un des marqueurs de l'ensemble des autres pénuries de matières premières causées par la voracité du dragon, qui mange littéralement tout le sable de la terre. Ils ont construit des barrages, ils extraient le sable de leur lit. En vérité, il n'y a pas de montée des eaux, mais une disparition du sable qui est également un marqueur prophétique concernant le vrai Israël. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ce sable est en train de disparaître en ce moment même. Je le répète, cela a un caractère hautement prophétique. J'y reviendrai dans une autre vidéo sur le vrai Israël. Maintenant, voyons les conséquences sur le marché du bâtiment chinois. Ces images de destruction concernent des immeubles qui ont été construits il y a une dizaine d'années et qui n'ont jamais été achevés. Nous avons vu des manifestations de milliers d'acheteurs qui ont décidé de faire la grève des remboursements. On estime aujourd'hui en Chine qu'il y a 50 millions de logements non occupés, vides. D'abord, il y a eu un boom énorme entre 2000 et 2018, et pour des bonnes causes, parce que le pays avait besoin de logements. Ce secteur avait été totalement à l'arrêt pendant les décennies de Mao, et c'est seulement à partir de 2000 qu'on a vu la Chine se couvrir de constructions à peu près partout en Chine. Le terrain est la propriété de l'État. Les collectivités locales vendaient le terrain de plus en plus cher aux promoteurs, et c'est avec cet argent qu'elles finançaient leurs activités. Les promoteurs construisaient des ensembles absolument gigantesques avec des milliers d'appartements, et puis ils les vendaient aux acheteurs. Donc les familles se sont jetées là-dessus, elles ont acheté à tour de bras. Et au bout d'un moment, l'achat immobilier est devenu un investissement de sécurité. Au lieu de mettre de l'argent sur les comptes d'épargne, on achetait un nouvel appartement. Ça a duré tant qu'il y avait un boom. Il y avait des besoins, la population avait besoin de se loger, les collectivités locales avaient besoin de se financer, et pour le gouvernement, c'était un excellent relais de croissance, puisque dès qu'il y avait un ralentissement, eh bien, il suffisait qu'on appuie sur l'accélérateur du logement et on rattrapait le ralentissement, et l'économie repartait. D'abord parce que la population chinoise, démographiquement, est arrivée à son apogée. Depuis 2015, la population chinoise est en train de diminuer. Donc les nouvelles classes d'âge qui arrivent sur le marché du travail et qui cherchent à se loger, etc., sont de moins en moins nombreuses. Mais l'immobilier, lui, a continué comme avant à fabriquer des ensembles à tire-larigot. Pour donner un exemple, en 2019, il y a eu 18 millions de logements neufs qui ont été créés. C'est donc comme ça qu'on a vu partout des villes fantômes apparaître, totalement construites, souvent même achetées, partiellement achetées, mais non habitées. Et puis est arrivée la crise, d'une certaine façon la crise issue du Covid-19 et de la façon dont le gouvernement chinois a traité le Covid-19, avec des confinements extrêmement drastiques sur des durées très longues et qui ont fait énormément de mal à l'économie. Donc ces classes d'âge moins nombreuses qui se sont retrouvées au chômage, eh bien elles avaient encore moins la possibilité d'acheter des appartements. Et cette chute des achats a fait que les promoteurs se sont retrouvés sans argent du côté donc du consommateur. Et de notre côté, les promoteurs n'ont plus eu les crédits délivrés très généreusement par les banques d'État, puisque le gouvernement s'est rendu compte que le secteur était déjà extrêmement endetté. Que c'était... Bien. Pour résumer cette longue et dernière phase nécessaire, où nous venons de démontrer avec précision en long et en large qui sont les 4 bêtes de Daniel 7, c'est-à-dire les anglo-saxons avec l'Empire britannique et ses ailes d'aigle américain, l'Union européenne et ses 4 têtes, France, Allemagne, Italie et Benelux, ainsi que l'ours russe et le dragon chinois. Bien, maintenant revenons sur la bête d'Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis
était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle ?» La description de cette bête reprend les caractéristiques exactes de la bête de Daniel 7, c'est-à-dire un corps de léopard, des pattes d'ours, une gueule de lion. Vous l'aurez compris, Daniel a vu dans Daniel 7 les empires séparément, et Jean a vu dans Apocalypse 13 les empires ayant fusionné pour former le dernier méga-empire qui aura autorité sur toute la Terre au travers des Nations Unies. Cette fusion ne se fera pas sans heurts, elle se fera à l'issue de la Troisième Guerre mondiale. D'ailleurs, l'une des têtes sera blessée à mort. Nous l'expliquerons dans la partie 3.